Ça fait partie de ma grande déception, qui a été celle des mensonges que les Français ont gobés avec l'accord et l'appui des médias, qu'on a remis des couches pour être sûr que ça passe. Je cherche la photo qui a fait le tour du monde, où on nous montre quelqu'un qui est déshabillé et qui a des fils électriques accrochés au zizi, comme on dit. Et ça s'appelle le torture de la Gégène, c'est une génératrice électrique. Or, cette photo est un montage faux. C'est bien répertorié là-dedans. Je l'ai là aussi, mais je l'ai retrouvé. Où ça fait partie de l'intoxication des Félaga, qui est très bien fait, hein, où ils ont expliqué la torture par l'électrocution. Or, pourquoi on m'en suis jamais servi? Tenez, regardez d'autres. Si vous en voulez une, je vais vous la montrer, je l'ai photographiée. Ça, c'est le FLN qui fait sa propagande. Il est soi-disant interrogé par l'armée. Et on nous explique ici que c'est un soldat qui s'est branché un fil électrique qui va sur son tourne-disque, je sais pas quoi là, et qui simule. Et ça fait le tour du monde pour dire la torture du renseignement. Alors, par rapport à ça, j'ai pas eu à le faire parce que avant moi, il y avait un sous-lieutenant qui était... Alors, d'où vient cette stratégie, si vous voulez, de torture? Elle vient d'Indochine. Ça n'a pas été une invention de l'armée française. Ce sont les soldats français qui l'ont... et qui en ont été les victimes en Indochine. Et ce que l'on peut dire, c'est que, de façon tout à fait simple, c'est que l'indigène que l'on prenait avait comme mission, même s'il était, entre autres, s'il était Félaga, de ne rien dire pendant 2 jours. Ou de dire n'importe quoi. Il avouait ce qu'on voulait, ce qu'il voulait, n'importe quoi. Ça n'avait aucun sens. Donc ça ne valait pas la peine de prendre des moyens expéditifs pour nous raconter des histoires. De sorte que, avec le capitaine, ça avait fait de longues conversations. Il dit, je viens bien prendre le renseignement, mais pas comme ça. Vous me donnez 6 mois pour organiser un réseau, et là je suis d'accord. Mais l'interrogation brutale, ça ne mène à rien. Quelquefois, il y a peut-être eu une paire de claques qui est arrivée parce qu'il croyait qu'il foutait de gueule, fallait pas ça, mais ça n'a jamais été au-delà. Et je me révolte, si vous voulez, par rapport à ça, dans la mesure où, malheureusement, j'ai mes frères, on a des frères, qui un jour m'a dit, ah ben officier de renseignement, c'est de la gégène, toi. Moi, je dis, mais peut-être pas tous. C'est tellement entré dans les mœurs que afficher, si vous voulez, la couleur comme officier de renseignement et de pacification, j'en suis très fier. Je voulais à l'occasion faire ressortir que cette action de mission de pacification, je voudrais saluer un homme remarquable. Je parle de mon frère d'armes, Ahmed. On y reviendra aussi. Le sous-lieutenant Gendreau et le maréchal des logis Paganelli. On va en reparler après, on va en reparler parce qu'ils ont eu un rôle pendant la guerre et un rôle après la guerre. C'est-à-dire que ces 3 personnalités se sont retrouvées à Marseille. Gendreau a été nommé commissaire principal de Marseille. Le capitaine Seigneur s'est retrouvé à Marseille et
et le maréchal des logis Paganelli était cantonné aussi à Marseille. Ce qui fait que, en 1962, quand tous les Algériens ont essayé de sortir comme ils ont pu, ils étaient identifiés par ces 3 personnes qui ont vraiment apporté énormément. Et pendant des années, on s'est retrouvés à Marseille pour pouvoir pas se soutenir, en fin de compte. Parce que c'était dur. Pour eux, c'est horrible. Qui abandonné, si vous voulez. Pour la petite histoire, avec Ahmed, on a tout construit en Algérie. Au point que pour la LN, il était l'homme à abattre. Et en 1962, moi je n'étais plus à cette époque-là en Algérie, le commissaire politique du FLN venait le voir en lui disant, moi j'ai rien à te reprocher, on n'était pas dans le même camp, mais je ne peux rien te reprocher. Et je peux te dire que le jour où je vais devoir quitter la région pour rentrer à Alger, je te le dirai. C'est ce qui s'est passé. Il est venu voir Ahmed, il lui dit maintenant, tu as 24 heures pour foutre le camp. Ahmed n'est même pas rentré à sa maison. Il est parti en clandestin, dans une cale de bateau. S'est retrouvé à Marseille, et le hasard fait quelquefois bien les choses. Il a retravaillé comme terrassier sur les routes, à côté de Marseille, quand le maréchal des logis, Paganelli, est passé en jeep, et l'a reconnu parmi tous les autres. Et résultat, la question étant de dire, mais as-tu des nouvelles du lieutenant Lucas? Il dit oui, j'ai son adresse. De sorte qu'il est venu à Paris, et on a continué notre vie ensemble, et il est mort de vieillesse, de maladie. Bon, la rencontre avec Ahmed. Il est, on va dire, 12h30. 1 heure peut-être, enfin, donc l'heure de midi. Je vois arriver quelqu'un qui me dit, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Il vient au cantonnement, c'est en complexe. Moi je n'avais jamais vu. Il dit, tu ne me connais pas, mais moi je te connais. Tu viens chez nous, et tu viens dire que tu as confiance en nous. Mais moi je viens de dire que j'ai confiance en toi. Oh, faut le faire quand même. C'est le contact avec Ahmed. Comment il t'appelle? Ahmed. Il dit, on a une surprise pour toi. En fait, attends de faire le couscous, on a 5 félagas à la maison. Eh bien, j'ai dit, on va s'en occuper. Détail, si vous voulez, il s'avérait que le régiment était donc toute l'unité du régiment était en opération de secteur, c'est-à-dire à l'échelon supérieur, si vous voulez, et que j'étais seul officier au cantonnement, avec 2 jeeps, et puis rien d'autre. Un vague-messe qui faisait par là, il était exempt de service parce qu'il y avait quelque chose qui ne marchait pas. J'avais pas de troupe. Je téléphone à l'escadron, chef d'escadron, donc chez le colonel. On me dit, ils sont tous partis. Ah, mais on dit, mais il y en a un capitaine qui vient d'être affecté et qui est là. Bon, dit, vous avez des jeeps? Oui, vous pouvez venir. Il vient avec 2 jeeps, je crois. Et puis, en tant que capitaine, moi j'étais sous-lieutenant, donc à vos ordres, mon capitaine, il dit, c'est facile, on va aller à tel endroit. Je ne connais pas les endroits, mais je dis, ça, c'est pas de problème, je vais vous y conduire. Et puis, on va garder le contact radio. Je dis, mon capitaine, il y a un problème. Pour une raison, je ne connais pas, la radio ne marche pas dans ce secteur-là. Il n'y a pas de cap. On ne peut pas envoyer le message, même sur place. On dit, mais ça ne se voit pas, ça. J'ai jamais vu ça, j'ai fait la guerre d'Indochine, etc. Prenez pour un imbécile. Je dis, écoutez, vous avez sûrement raison, mais moi, j'ai pas tort. Alors, écoutez, on va partir du principe que on boucle, fait 2 jeeps de chaque côté, et puis on ne bouge pas jusqu'à, on attend un quart d'heure, et si on ne peut pas communiquer, le quart d'heure, on s'en va. Donc, résultat de l'opération, ça s'est passé comme ça. Il n'y a pas eu de liaison radio, c'est pas possible. Bon. Et qu'on a mené notre attaque surprise,
Et sur les 5 Félagas, on en a récupéré 4, ce qui était déjà pas mal. Et quand le colonel a pris ça le soir, il a dit, bah, dis donc, c'est pas la peine qu'on se décarcasse dans le bled, vous les cueillez chez vous. Bon. Alors ça s'est passé, si vous voulez, dans une confiance totale, parce qu'il y avait une preuve, c'était indubitable. Et que la situation a été qu'il a fallu, il a fallu que l'armée française, donc pour ma part, j'organise sa protection, et celle de sa famille, et celle du village où il vivait. Donc ça a été la première autodéfense que l'on a créée sur le secteur de Charon, mais on en a fait 5 comme ça. Et que, en gros, ça a duré sur 2 ans, si vous voulez. On a distribué plus de 180 fusils à la population qui était là en autodéfense et qui ont même fait des opérations militaires avec nous. Alors quand je dis mon frère d'armes, c'est vraiment... Et ce qui est très curieux, si vous voulez, avec Ahmed, qui était un garçon simple, ça ne savait ni lire ni écrire, mais extrêmement de bonne culture, j'allais dire, avec un bon fond, et que le soir, quand j'avais un moment que je passais au village avec son père, on a souvent parlé, ça a été vraiment... Ça faisait partie de la famille, hein, on faisait partie de la famille. Et que pour pouvoir assurer sa sécurité, on a détaché un maréchal des logis avec une dizaine d'hommes qui, pendant 2 mois, ont assuré la sécurité du village et préparé, édifié l'autodéfense qui a ensuite est resté sur place. Alors c'est à lui qu'on doit tout. Alors, quand il m'a appelé, ben, j'ai dit, c'est pas possible, ça c'est le téléphone arabe, ça ou quoi? Quand est-ce que tu viens? Ben, il me dit, c'est pas de problème, tu sais, comme j'ai une grande famille, je paye pas de billet de chemin de fer, pour moi ça me coûte rien de venir te voir. Alors, il est venu, il est à la maison évidemment, j'habite un appartement oh, ça va me revenir tout à l'heure, parce que c'est idiot quand même. Saint-Germain-en-Laye. Et donc il a logé dans notre petit appartement. Ma femme m'a dit, mais je n'ai jamais vu quelqu'un aussi poli. On ne se dérange absolument pas. Il reste à sa place, je reste à la mienne évidemment. Donc il n'y avait aucun problème pour continuer à cohabiter. À cette époque-là, j'étais ingénieur et directeur d'une société de produits chimiques dont le siège était à Saint-Germain-en-Laye. Et je lui ai dit, écoute, je peux te proposer une place à travailler dans le bureau, enfin de travailler au bureau où je suis, pour aider les jardiniers, enfin te rendre utile. Bien, ça a commencé comme ça. Et ça n'a pas continué pour 2 raisons. La première, c'est que dans les bureaux, il y a beaucoup de femmes. Et se faire commander par des femmes, ça passe pas. Elle n'avait rien contre lui, ni pour lui d'ailleurs, mais il en était... ça le gênait. La deuxième chose, c'est qu'il n'était pas en sécurité. Il se croisait des Arabes dans la rue, il ne savait pas d'où ils étaient. Parce que le FLN était en France très puissant. Tandis que redescendu à Marseille, il avait tout son groupe. Ils étaient là chez eux. Donc il m'a dit, tu sais, je ne peux pas.